Bonjour, c'est Maïté la kiné. Je vous souhaite la bienvenue chez TechCare. TechCare, c'est le podcast qui t'aide et t'accompagne pour prendre soin de toi. Nous allons parler ensemble de santé, de sport, de nutrition, mais aussi du bien-être physique et émotionnel. Tous les 15 jours, vous retrouverez un épisode avec un expert dans son domaine, qui viendra partager ses connaissances et son expérience avec nous. Ou alors avec une personne, qui vient nous raconter son parcours, son histoire, ses embûches, et on l'espère, sa guérison et ses solutions, qui pourront t'inspirer, t'aider ou te donner du courage pour en parler et consulter. L'objectif, c'est que chacun de ces épisodes t'aide à mieux connaître ton corps, son fonctionnement, et surtout les astuces et les meilleurs conseils pour en prendre soin. Car n'oublie pas, la santé ne s'achète pas. La santé se construit avec des petits gestes du quotidien. Alors si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup. Et surtout, cela aidera un de tes proches, ta famille, tes amis, bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Céline Carrel, naturopathe et professeure de yoga. Elle nous raconte son parcours professionnel et personnel, la découverte de son endométriose et comment ses connaissances de naturopathe l'aident au quotidien. On aborde l'importance d'une alimentation anti-inflammatoire dans une pathologie comme l'endométriose. On dérive aussi à parler de moyens de contraception et de règles naturelles. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse rejoindre notre conversation remplie de partage et de bienveillance. Alors bonjour Céline. Bonjour Maïté. Alors bienvenue chez TechCare et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir nous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Mais avant d'expliquer le sujet, je vais te laisser te présenter. Donc tout d'abord, merci à toi de m'avoir invitée. C'est une très belle opportunité pour moi de venir parler dans ton podcast et j'en suis très ravie. Alors pour me présenter un petit peu, donc moi c'est Céline, j'ai 28 ans, je vis en Normandie et je suis naturopathe et professeure de yoga. Et notamment naturopathe spécialisée en endométriose et adénomiose également. Et qu'est-ce qui t'a amené à la naturopathie ? Alors, je vais t'expliquer un petit peu mon parcours du coup. En fait, moi, je me suis cherchée pendant longtemps. J'ai toujours eu un attrait pour tout ce qui était bien-être naturel, même naturopathie. C'était dans ma tête il y avait déjà plusieurs années et j'étais trop jeune à l'époque, j'avais pas la maturité nécessaire. Et en fait, après mon bac, pendant 3 ans, j'ai travaillé en tant qu'esthéticienne. Donc j'ai un CAP, un BTS esthétique. Et à la fin de mon BTS, que j'ai fait en alternance, j'ai voulu continuer ou reprendre mes études pour travailler au siège d'une marque de cosmétiques. Donc ça n'avait rien à voir, même si c'était le bien-être, ça restait assez superficiel, même si j'aimais ce que je faisais à l'époque. Et en fait, quand j'ai voulu aller en licence, on m'a dit que c'était pas très bien vu que je venais d'un parcours esthétique. Donc j'ai dû refaire un bac plus 2, donc un DUT sur un an, alors que j'en avais déjà un. Mais bon, j'ai dû passer par là pour ensuite faire mon année de licence. Et donc c'était une licence qui n'a rien à voir, c'était management, marketing. C'était vraiment très global, mais c'est ce qu'il fallait à l'époque pour rentrer au siège d'une entreprise cosmétique. Et en fait, cette année de licence, c'est celle qui a tout changé parce que je l'ai fait à l'étranger, à Budapest. Donc j'ai passé un an là-bas. Et là, ça a tout révolutionné. J'ai déjà fait attention à mon alimentation. Je travaillais beaucoup sur moi personnellement. Il y a pas mal de choses qui se sont mises en place. Et quand je suis rentrée en France, je suis restée juste quelques semaines parce que pour moi, c'était pas possible de rester ici et de continuer à vivre et à travailler dans ce que je faisais avant. Donc du coup, je suis partie en Australie pendant à peu près 8-9 mois. Et là, tout s'est déclenché. Depuis déjà plusieurs années, j'étais devenue végétarienne. Je faisais attention aux produits que j'achetais, comment je consommais, la manière dont je prenais soin de moi. Et à la suite de ce voyage, quand je suis rentrée en France, j'ai appris que j'étais atteinte d'endométriose. Donc ça a été le deuxième élément déclencheur. Et j'ai commencé ma formation de naturopathie à ce moment-là. D'accord, donc c'est le diagnostic de ton endométriose qui t'a amené à te former en naturopathie ou tu avais déjà cette idée-là en tête? Alors quand j'étais en Australie, c'était vraiment un temps pour réfléchir à tout ça et par rapport à mes valeurs qui me correspondaient, au mode de vie que je souhaitais avoir, la naturopathie s'est vraiment imposée à moi.
Et quand je suis rentrée en France, j'ai voulu me former, mais je savais pas trop si j'allais le faire tout de suite, comment ça allait se passer. Et vu qu'en fait le diagnostic est tombé pour l'endométriose, je me suis dit bah non, c'est un signe, j'y vais. Quelques années auparavant, j'aurais sûrement pas réagi comme ça, mais là avec le développement personnel que j'avais déjà fait et mes nouvelles façons de voir les choses, en fait je me suis dit oui c'est un signe, il faut que je le fasse. Et c'est donc mes voyages, surtout celui en Australie, et le diagnostic d'endométriose qui m'ont poussée à vraiment y aller tout de suite. Ouais, ça t'a conforté dans l'idée et tu t'es dit: «Allez feu, c'est un signe». C'est ça, mais tout à fait. Donc justement, aujourd'hui, on va parler d'endométriose. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et du coup, même ton histoire par rapport à ça, les symptômes qui sont déclenchés, comment tu es arrivée à te faire diagnostiquer au niveau de l'endométriose, ton parcours par rapport à tout ça? Alors ça fait pas mal de questions tout ça. Alors déjà, je vais faire un petit point sur l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie féminine, gynécologique, une maladie chronique et inflammatoire. En fait, il y a environ, officiellement, une femme sur 10 qui en est atteinte en France. Quand je dis officiellement, c'est parce qu'il y a énormément de femmes qui sont atteintes sans le savoir, des femmes qui sont en attente de diagnostic. Il faut savoir qu'il y a environ 7 à 10 ans d'errance médicale, ce qui est quand même énorme. Et en fait, c'est quand même une maladie assez complexe. Il y a pas mal de symptômes différents, donc je vais aborder juste après. Et en fait, c'est tellement complexe à diagnostiquer, ça ressemble à certaines autres maladies et surtout, il y a un gros tabou en France autour des règles des femmes. C'est aussi pour ça que c'est plus difficile à être pointé du doigt et aussi le corps médical qui n'est pas forcément toujours informé et compétent à ce niveau-là pour pouvoir aiguiller les femmes vers un gynécologue ou vers un autre praticien de santé. Ah totalement. Ça, je peux le confirmer parce que justement, malheureusement, les professionnels de santé dont je fais partie sont très très peu informés à ce sujet. Lors des formations, on en parle très très peu, voire quasiment pas. Et des fois, on se retrouve avec des patientes qui ont ces douleurs ou qui ont été diagnostiquées et il n'y a pas beaucoup d'études non plus sur le sujet, donc on sait pas trop quoi conseiller. Et malheureusement, oui aussi, il y a quand même certaines femmes à qui on dit c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, alors que ça ne l'est absolument pas. Donc faut pas hésiter à consulter plusieurs professionnels de santé. C'est un peu une galère, mais pour essayer de trouver en fait qu'est-ce qui ne va pas. Et j'ai espoir que dans quelques années, ça ira mieux parce que c'est quand même quelque chose aussi de nouveau. Il y a aussi l'association quand même Endo-France qui fait beaucoup de choses pour essayer de former des professionnels de santé à ce sujet-là. Donc j'ai quand même espoir qu'au fur et à mesure des années, ça évolue dans le bon sens et que les futures femmes qui auront de l'endométriose n'auront peut-être pas le parcours de toutes celles actuellement, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que ça bouge pas mal. Il y a Endo France, il y a aussi EndoMind, même d'autres associations qui se développent pas mal aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a le mois de mars qui est consacré à la sensibilisation à l'endométriose. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui viennent. On revient à ce retour, enfin, on a ce retour de la féminité, du féminin sacré qui est en plein essor en France. Et les femmes se posent plus de questions, veulent prendre plus soin d'elles et comprennent qu'en fait, c'est pas normal d'avoir mal au ventre pendant ces règles. Comme tu disais tout à l'heure, je vais y revenir justement. Avoir mal au ventre parce que on a ces règles, ça travaille au niveau ovarien, c'est normal. On prend un anti-inflammatoire, ça passe, tout va bien. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire c'est normal. Par contre, d'avoir mal au ventre ou même à d'autres endroits au point de ne pas pouvoir aller à l'école, de ne pas pouvoir aller travailler, de ne pas pouvoir se lever de son lit le matin, ça, c'est pas normal. Moi, personnellement, bah, j'ai eu quasiment 15 ans d'errance médicale. Je trouve quand même que c'est pas normal encore à l'époque où on vit, surtout que j'ai toujours alerté mes gynécologues et on m'a dit non mais c'est normal madame, hein, c'est dans votre tête, prenez des médicaments, tel médicament, tel médicament, tel médicament, ça va aller mieux. Sauf que quand on a 15 ans et qu'on a un médicament anti-inflammatoire, un autre au cas où l'anti-inflammatoire donne mal au ventre, plus un autre pour les douleurs lombaires, plus une pilule, je pense que c'est pas normal. Et donc oui, donc je disais l'endométriose, donc c'est une maladie en fait qui touche l'endomètre. Donc l'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'utérus. Bah, normalement, cette muqueuse, quand on a nos règles, elle s'épaissit. Donc l'endomètre s'épaissit et on a nos règles, donc l'endomètre s'évacue à l'extérieur par le vagin. Ça, c'est en temps normal. Quand on a l'endométriose, ces cellules de l'endomètre, en fait, au lieu de sortir, donc elles sortent pour certaines, et d'autres d'entre elles vont aller migrer dans les organes qui sont dans le petit bassin. Donc elles peuvent aller se placer sur les ovaires, sur les trompes. En restant dans l'utérus, ça s'appelle de l'adénomiose.
Donc c'est une forme d'endométriose. Ça peut aussi aller sur, la vessie, les ligaments utérosacrés, se déplacer dans tout le système digestif, le système respiratoire, ça peut même monter jusqu'au cerveau. Donc c'est, vulgairement, on va dire, c'est comme un cancer, mais qui ne nous tue pas. Ça fait comme des petites métastases qui viennent, partout dans le corps. C'est ça. Il faut pas oublier que ces cellules-là, elles vont garder cette même programmation que dans l'endomètre, c'est-à-dire qu'à chaque cycle, elles vont se mettre à saigner. C'est ça. En fait, elles continuent de saigner, sauf qu'au lieu d'être à l'extérieur de l'organisme quand elles sont évacuées, elles restent à l'intérieur sur les organes et c'est ce qui va créer de l'inflammation sur les tissus et ça va saigner à chaque règle, comme tu disais effectivement. Sauf que bah, ça doit pas rester à l'intérieur et en fait, quand elles vont migrer ailleurs, elles n'ont pas moyen de sortir, donc elles vont rester dans le corps, ça va créer des kystes, ça va créer des adhérences, et donc, bah, les symptômes qui sont liés, qui sont vraiment multiples en général, il n'y a pas vraiment de généralité avec cette maladie, mais le plus souvent, c'est quand même des douleurs qui sont que pendant la période des règles. Mais ça peut arriver aussi que ce soit tous les jours. Il y a énormément de femmes qui souffrent tous les jours et pas que quand elles ont leurs règles. Donc ça peut être, des douleurs au niveau du bas du ventre, des douleurs pendant les rapports sexuels, notamment la pénétration, tout ce qui est, fatigue chronique, douleurs, pelviennes, douleurs lombaires, mal à l'épaule aussi, tout ce qui va être troubles urinaires ou des douleurs, à la défécation et puis, nausées, vomissements, malaise et ça va jouer également sur tout ce qui est humeur, sommeil, le poids, la confiance en soi et puis, bah, les difficultés, relationnelles, sociales, professionnelles qui en découlent. Donc forcément, on voit que c'est quand même quelque chose qui est très vague. C'est aussi pour ça que le diagnostic est compliqué à poser, parce que tous ces symptômes peuvent être un peu tout et n'importe quoi. Et qu'aussi, comme tu l'as très bien dit, l'endométriose, il y a une endométriose à chaque femme. Donc c'est pas quelque chose de générique. Vous n'allez pas avoir tous ces symptômes. Donc ça complique encore plus le diagnostic. Oui, c'est ça. Il y a des femmes alors aussi l'intensité de la douleur ne reflète pas les lésions. Il y a des femmes qui peuvent avoir juste quelques lésions superficielles et avoir d'énormes douleurs et à contrario, des femmes qui ont, énormément de lésions et qui ont très peu de douleurs. Et comme tu dis, effectivement, il n'y a pas une, mais des endométrioses propres à chaque femme. Et le diagnostic est difficile aussi parce que, les moyens de le voir ne permettent pas toujours de bien l'identifier. Ça peut être par, échographie, pelvienne, par IRM. On voit en général les kystes et les grosses lésions, mais ça aussi, il faut penser à le dire aux professionnels de santé qui ne sont pas toujours alertés, mais c'est mieux de faire les examens en période de règles, notamment une IRM. Si vous le faites en période de règles, on va plus facilement voir les lésions qui sont inflammées, parce qu'elles vont ressortir plus à l'imagerie. Et après, le dernier moyen de diagnostic, bon, hormis de poser aussi les questions et qui sont à côté, mais c'est la célioscopie et bah, c'est quand même assez invasif puisque c'est une chirurgie. Donc on le fait pas juste pour poser un diagnostic. En général, on le fait parce que ça peut être surtout curatif, mais c'est les seuls moyens qui permettent de diagnostiquer vraiment une endométriose. Et aussi que les imageries médicales soient lues par un professionnel qui connaît l'endométriose, parce que sinon, ça peut passer à côté. Et qui est sensibilisé à ça aussi. Je fais une parenthèse parce que c'était vachement intéressant ce que tu as dit, et je veux insister sur le fait que c'est pas que dans l'endométriose, le fait que la douleur, l'intensité de la douleur et de la gêne n'est pas correspondante à l'atteinte. Enfin, faudrait que ça reste dans les esprits, c'est pour tout pareil. Il y a des patients qui ont des douleurs, par exemple, on va dire d'arthrose, même si encore une fois c'est un thème qui est un peu sujet à controverse, mais on a déjà fait des radios à des personnes qui n'avaient pas mal au niveau du dos. On a trouvé des personnes des fois bourrées d'arthrose, mais avec des radios qui clairement font peur, alors que ces personnes-là n'ont jamais eu mal au dos. Et versus, on a déjà fait des radios à des personnes qui avaient mal, qui souffraient comme pas possible, et qui avaient qu'un tout petit peu d'arthrose. Donc des fois, ça prouve que ce qu'on voit au cliché n'est pas toujours la réalité de ce qu'on vit au niveau douleur. Ça veut pas dire que vos douleurs sont dans la tête non plus. Donc il faut juste en prendre conscience que des fois les examens vont pas refléter vos douleurs. Tout à fait et ce que tu dis, c'est aussi très intéressant parce que, ça me fait penser à la douleur, justement à l'épaule, qui est un symptôme de l'endométriose. Alors c'est pas parce qu'on a mal à l'épaule qu'on a de l'endométriose, mais il y a certaines femmes qui vont avoir vraiment des grosses douleurs à cette zone-là, parce qu'elles ont une endométriose au niveau du diaphragme. Sauf que jamais ça ne se verra à l'imagerie, enfin, dans vraiment très, très peu de cas, c'est très rare que ça se voit à l'imagerie et les femmes ont toujours mal à l'épaule au moment de leurs règles et elles ne comprennent pas pourquoi et s'il y a eu un examen au niveau du petit bassin qui a été fait et qu'il y avait juste
quelques lésions ou rien du tout, ils vont pas forcément faire le rapprochement. Et il y a des femmes qui vont se plaindre pendant des années, et en fait, c'est lié à l'endométriose. Donc, en fait, selon la localisation de la douleur, ça peut être une endométriose différente aussi. Donc, c'est pour ça que c'est vaste et que ça prend du temps, et que c'est très important de consulter des professionnels qui sont formés vraiment à cette pathologie. Parce que même si c'est une maladie chronique, inflammatoire, c'est pas en allant voir un rhumatologue ou quelqu'un qui connaît les maladies inflammatoires, mais de manière générale, qui va pouvoir aider. Oui, il sera plus sensible à ça. Je sais que c'est délicat parce qu'on ne sait pas forcément qu'on a une endométriose tant qu'on n'a pas eu les examens, mais en tout cas, la première personne à en discuter avec, c'est le gynécologue. Et lui, s'il s'y intéresse un petit peu, il va mettre le doigt dessus, ou même un médecin généraliste. Eux sont aussi, notamment les plus jeunes, vraiment bien formés maintenant là-dessus, de leur dire que quand il y a les règles, il y a des symptômes qui sont plus importants et de ne pas les mettre sous silence et vraiment en parler. Parce que ça peut être très important dans l'établissement du diagnostic. Ah, totalement. Et là, du coup, aussi, c'est l'objectif du podcast, d'essayer de se dire, bon, aussi, même quand on a des douleurs, même si on pense pas avoir forcément l'endométriose, peut-être juste se poser la question, est-ce que les douleurs s'intensifient au moment des règles? Ça serait déjà quelque chose qui pourrait guider plus ou moins. Et tu vois, c'est vrai que moi, je me rends compte que dans ma profession en tant que kiné, je pose pas souvent la question et j'y pense pas forcément. Alors, je suis quand même spécialisée en périnée, mais tu vois, ça m'a permis là de me dire que peut-être qu'il y a certaines patientes, bon, que je vois peut-être hors périnée, d'essayer peut-être plus souvent de poser la question aussi, est-ce qu'elles auraient l'impression ou est-ce qu'elles peuvent réfléchir au fait que est-ce que leur douleur peut augmenter en période de cycle? Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Donc à noter pour tout le monde, je crois. Et du coup, toi, tu avais quels symptômes? Moi, du plus lointain que je me souvienne, j'ai toujours eu mal au ventre pendant mes règles. Donc j'ai eu mes règles à 10-11 ans. Et j'ai toujours eu très mal au ventre. Après, quand on est jeune, pour les premières règles, on a souvent un peu plus mal au ventre parce que c'est nouveau, on ne connaît pas forcément la douleur selon l'âge où on a. Bon, c'est une période assez délicate, tout ce qui est hormonal va changer, donc c'est un peu plus délicat. Mais en tout cas, si les douleurs perdurent, je vais dire plusieurs mois, années, c'est vraiment que là qu'il faut se poser des questions. Moi, c'était principalement au niveau du ventre. J'ai eu la pilule très 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 vite pour venir à bout de ces douleurs parce que j'avais des grosses douleurs, j'avais des règles très abondantes qui duraient très longtemps. J'avais à peu près 10-15 jours de règles, très très abondants. Et du coup, bah, j'étais tout le temps anémiée, je manquais énormément de fer, j'étais très fatiguée. Mais vu que j'étais jeune, on se préoccupait pas trop. Et donc, avec la pilule, ça a été un peu mis sous silence. J'avais toujours des douleurs, mais avec 50 à 10 dans la journée, pour les personnes qui ont l'endométriose ou des règles douloureuses vont connaître ce médicament, qui d'ailleurs aujourd'hui, je pense, m'a quand même assez bousillé les reins, les lombaires, parce que bah, c'est pas normal d'en prendre autant si jeune aussi. Et puis moi, j'en prenais sur 10 jours, j'en prenais bien 5 par jour. Donc, et c'est ça qui me permettait de tenir et d'éviter de louper trop l'école aussi. Et en fait, du coup, là, vraiment, pour mon parcours personnel, vers 20, 23 ans à peu près, j'ai décidé de passer au stérilet au cuivre parce que bah, j'étais dans une démarche plus naturelle et je voulais arrêter les hormones. Donc, tout en étant protégée, et le stérilet au cuivre était ce qui me paraissait la meilleure idée, puisque j'avais déjà eu aussi la pilule et le stérilet hormonal. Non, l'implant hormonal, pardon. Là, c'était une catastrophe. J'ai pas eu mes règles pendant 6 mois et après, j'ai eu mes règles pendant un mois complet. Je l'ai vite enlevé. Mais sinon, je suis passée au stérilet au cuivre après plusieurs années de pilules et d'implants. Et donc là, je savais. Alors, je savais pas que j'avais l'endométriose à l'époque, mais je savais que ça allait redevenir un cycle naturel. Donc, j'allais avoir des règles abondantes, un peu plus mal au ventre, mais j'étais prête. Et puis, j'avais bien travaillé sur moi, donc je m'étais dit, ça ira. Donc effectivement, les 2-3 premiers cycles, ça a été à peu près. Et puis très vite, les douleurs sont revenues très intensément pendant les règles, un peu avant les règles, un peu après les règles. Et puis au final, c'était tout le temps. Que j'ai mes règles ou pas mes règles, j'avais tout le temps mal au ventre, j'avais tout le temps mal au lombaire, j'étais tout le temps très fatiguée. Et aussi un symptôme que je n'avais jamais fait attention, mais je pense que ça a commencé à peu près à mes premières règles, c'était des symptômes digestifs. Et en fait, donc là c'est le sujet un peu moins glamour. Pour moi, c'était normal d'aller aux toilettes 5, 6, 7, 8, jusqu'à 10 fois par jour. Parce que en fait, alors moi la constipation je ne connais pas.
J'allais, entre 5 et 10 fois aux toilettes par jour pour me vider et en fait, je j'ai jamais fait le lien avec mes règles ou effectivement quand j'avais mes règles, c'était encore plus intense. Et donc quand je suis rentrée en France et que j'ai fait les examens qui m'ont permis de voir ça, au début, on m'avait juste dit que j'avais des atteintes au niveau, ovarienne et des ligaments utérosacrés, donc une endométriose assez superficielle. Et il s'est avéré que, donc toujours avec le stérilet au cuivre, hein, je précise bien. 6 mois après, j'ai refait un examen avant d'aller voir un professeur qui était vraiment spécialisé en endométriose. Et puis en fait, là, quand lui a vu mes examens, juste en 6 mois d'intervalle, la maladie avait flambé et il y avait des atteintes au niveau du côlon. Et il m'a dit que c'est effectivement, ça pourrait expliquer que j'aille aux toilettes autant de fois pour me vider, que j'avais d'énormes problèmes de digestion, j'étais tout le temps ballonnée, des gaz. Je suis désolée, c'est vraiment pas glamour, mais en fait, il faut en parler parce que moi, j'avais l'impression que c'était normal, que c'était peut-être mon alimentation ou ma tête, je savais pas. Et en fait, non, pas du tout. J'avais des grosses atteintes sur le côlon, bah, c'était de l'endométriose. Et pour revenir sur le stérilet au cuivre, en fait, quand on a de l'endométriose, c'est une super mauvaise idée. Alors en fait, le stérilet tout court, selon moi, parce qu'en fait, un stérilet, c'est un corps étranger. Donc un corps étranger va créer de l'inflammation. Et en plus, vu que moi, il était au cuivre, il n'y avait aucune hormone. Donc du coup, c'était vraiment, tout était laissé naturel, mais avec un bazar pas possible dans tout ce qui était mon ventre et mon bassin. Donc en fait, la maladie avec le stérilet, je pense, a vraiment plusieurs années, mais au début, j'écoutais pas trop et à la fin, c'était vraiment invivable. Je ne pouvais plus. Il y a des jours où je ne pouvais plus me lever et sortir de chez moi tellement j'avais mal. Ça commençait à me prendre aussi au niveau de la sciatique, donc l'arrière des jambes, tout le ventre, tout le petit bassin, tout le dos, mais vraiment tout le dos jusqu'au cervical. C'était plus une vie en fait, je ne pouvais plus travailler convenablement. Et à quel moment, du coup, tu as décidé, enfin, d'insister vraiment plus sur les consultations, enfin, dans le sens où, à quel moment s'est posé le diagnostic de l'endométriose? C'est quand tu es revenue en France, après être revenue d'Australie. C'est ça. En fait, quand j'étais là-bas, je me suis aussi pas mal renseignée. Alors, j'ai été fille au père à un moment donné, et la maman des enfants où je vivais était gynécologue. Et en fait, on en a discuté toutes les deux, et là-bas, c'était moins tabou. En plus, elle était gynécologue, donc c'était plus facile d'en discuter. Et je me suis dit, non, c'est pas normal, quand je rentre en France, je prends ça en main. Vraiment, faut que je sache, c'est plus possible. Et en fait, je me suis documentée énormément moi-même. En général, les femmes se documentent à ce sujet quand elles ont le désir de grossesse et puis elles se rendent compte qu'elles n'y arrivent pas et après divers examens, elles se rendent compte qu'elles sont atteintes. Moi, je voulais pas attendre ça. Pas de désir d'enfant, mais en fait, je me suis dit que plus j'attendrais et plus ça allait s'aggraver et ça s'est aggravé effectivement. Et du coup, je suis rentrée en France et j'ai bataillé avec mon médecin traitant parce que, en fait, mon gynécologue était dans une ville à 1 heure de chez moi, là où je vivais avant, et j'avais pas envie d'aller là-bas. Je me suis dit, je vais aller voir mon médecin traitant, et déjà qu'il me donne des examens avant d'aller voir le gynéco. Et j'ai pleuré pour une IRM, mais sincèrement, je l'ai limite supplié parce qu'au début, il voulait me faire passer un scanner. Je m'étais vraiment bien renseignée auprès de professionnels. Je me suis dit, non, un scanner, ça va pas se voir. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais déjà passé des scanners ou des échographies au niveau rénal parce que j'ai eu aussi, je pense, dû à l'endométriose, parce que maintenant ça va mieux, mais beaucoup de douleurs urinaires quand j'allais aux toilettes aussi, énormément d'infections urinaires. Et quand j'avais regardé mes examens, c'était marqué pas de trace d'endométriose. Une fois sur un examen, alors que c'était pas du tout le lieu. Et donc je dis à mon médecin, non, IRM ou rien. Et donc il a réussi enfin il a finalement accepté à me donner cette ordonnance. J'ai passé l'IRM. Et là, quand je l'ai passé, pour suspicion d'endométriose, c'est là que ça s'est reflété. Et encore, je suis allée passer l'IRM sans avoir mes règles à cette période-là. Et ça se voyait déjà. Et après, quand le diagnostic là est posé, donc bon, on sort avec le radiologue qui nous dit bah oui madame, vous avez effectivement de l'endométriose, faudrait vous faire suivre par un gynécologue professionnel, d'accord? Donc moi ma gynécologue c'était pas la peine. Et puis je suis allée voir un gynéco sur Paris, tout de suite sur Paris, qui était spécialisé. C'était le premier que je voyais à ce sujet-là, donc je me suis dit bah il est spécialisé, il est expert, il va pouvoir m'apporter des solutions. Et en fait la seule solution qu'il m'apportait c'était une pilule. Sauf que pour moi, prendre la pilule, c'était hors de question. J'étais toujours sous stérilet au cuivre, du coup.
Et moi, je voulais pas retourner aux hormones, c'était pas possible pour moi. Donc du coup, j'ai été voir un autre gynécologue qui lui me disait bah c'est pas grave madame, on va vous faire une piqûre, c'est de la ménopause artificielle, y a pas d'hormones, hein. On fait une piqûre, ça monte au cerveau et vous avez pas de règles et puis on le fait comme ça régulièrement tous les 3 mois. Moi je me suis dit sur le coup vachement bien et en cherchant un petit peu plus près, je me suis dit mais non, si ça envoie un message à mon cerveau disant que pendant 3 mois j'aurai pas de règles et que ça joue sur le système hormonal, c'est que c'est pas bon. Donc moi, ça me convenait pas. Il y a certaines personnes, ça leur convient, je ne juge aucunement. Moi, c'était pas mon envie, je voulais que ce soit naturel. Évidemment, quand on a l'endométriose, déjà c'est compliqué de trouver les bons professionnels. Et ensuite, quand on parle de soins, d'accompagnement naturel, c'est souvent assez mal vu et il y a très peu de choix. Là, j'explique vraiment en détail, mais je pense que c'est important de voir le parcours du combattant que j'ai un petit peu eu avant d'avoir une oreille attentive et pour au final rester comme ça avec mon stérilet. Et puis, je suis restée 1 an comme ça à me dire bah mince, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai pas de professionnel qui m'écoute, qui me propose de solutions, surtout qui me conviennent. Et en fait, vu que j'avais fait ma formation de naturopathie et que j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur l'endométriose, ma tutrice est atteinte aussi d'endométriose. Et donc, du coup, grâce à ça, j'ai mis en place des choses dans ma vie. J'ai découvert aussi d'autres choses dont on va parler après. Mais c'est ce qui m'a permis de tenir pendant tout ce temps-là et de maintenir des crises à peu près... qui me permettent quand même de vivre parce que je prenais pas de médicaments, pas de traitement pour l'endométriose et je ne prenais aucun médicament, aucun anti-inflammatoire, aucun antidouleur, rien. Pour moi, c'était terminé. Et en fait, l'avoir eu la possibilité de prendre soin de moi de manière naturelle, je pouvais gérer mes crises. Donc, c'était pas juste une petite crise où j'avais mal au ventre et ça passait 5 minutes après. Non, j'avais mal toute la journée, pendant des jours, à avoir des vomissements, des nausées, mais j'arrivais à trouver des solutions pour me sentir mieux de manière naturelle. Au bout d'un moment, je me suis dit, ça va quand même pas pouvoir durer comme ça éternellement. Je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a fait une ordonnance, donc un nouveau médecin traitant jeune et qui connaît l'endométriose et très compréhensif, qui m'a fait donc une lettre pour que j'aille voir un professeur de renommée française et internationale, qui avant était sur Rouen et qui est parti sur Bordeaux, donc dommage pour moi vu que je suis en Normandie. Et du coup, je suis allée le voir et là, on a trouvé ensemble des solutions. Et donc, il y a 1 an, un peu plus d'1 an, on a décidé finalement, vu que ça me pourrissait vraiment trop la vie, d'en venir à la chirurgie pour vraiment enlever tout ce qui était, comme j'aime à le dire, qui est venu nettoyer dans mon corps pour que je puisse repartir sur des bases saines et mettre en place ce que j'avais appris auparavant. Parce que c'était vraiment insoutenable pour moi et il s'est avéré que c'était vraiment un succès parce que en fait j'avais plus d'atteintes que ce qu'on avait vu sur les images. Ovaires, trompes, ligaments hétérosacrés, tout ce qui a plein d'adhérences entre mes organes au niveau du petit bassin. Et lui avait vu que sur la dernière IRM, il y avait des atteintes au niveau du côlon. Et il m'avait dit, il y aura peut-être 3 centimètres à couper, on verra, mais c'est pas sûr. Et en fait, l'opération a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et à mon réveil, il m'avait coupé 12 centimètres de côlon, tellement c'était pourri à cause de l'endométriose qui avait vraiment atteint mon système digestif. Et aussi, on a découvert que j'avais une adénomiose sévère et profonde. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout mon utérus est tapissé d'endométriose. Sauf que ça s'enlève pas à la chirurgie. Il n'y a pas moyen de l'enlever. Et le problème avec l'adénomiose, c'est que en fait, c'est surtout problématique. Donc pour les douleurs en période de règles évidemment, mais aussi pour avoir des enfants puisque ça empêche l'embryon de se coller au niveau de l'utérus et de s'accrocher pour permettre une grossesse. La grossesse est possible, mais le fait qu'elle tienne, c'est moins probable et les fausses couches sont multipliées par, je suis plus sûre du nom, mais je crois que c'est par 3 ou 4. Donc voilà, c'était vraiment pire que prévu et je suis vraiment contente d'avoir eu cette chirurgie. Aujourd'hui, il y a plus d'1 an, je suis contente d'avoir eu cette chirurgie pour faire le nettoyage dans tout ça et vraiment repartir à zéro. Ouais, et puis surtout d'avoir trouvé un professionnel de santé qui t'a écouté et qui surtout a réussi à répondre aussi en fonction de tes valeurs aussi. En effet, on a tous des valeurs qui sont différentes et l'avantage, c'est que, enfin, il faudrait que tous les professionnels de santé puissent répondre aussi aux valeurs des patients. Toi, dans ton cas, en effet, tu voulais pas prendre les médicaments pour la ménopause, ça ne se juge pas, ça peut se comprendre aussi. Par contre, le rôle des gynécologues que tu as peut-être vu, c'était quand même de te proposer d'autres solutions.
Oui, voilà. Après, malgré tout, ça reste un chirurgien, c'est de la médecine allopathique. Donc, quand je lui ai dit que je ne voulais pas reprendre la pilule après l'opération, lui était vraiment contre. D'ailleurs, pendant l'opération, il m'a retiré le stérilet au cuivre parce qu'évidemment, j'allais pas le garder en sachant que c'était à proscrire en cas d'endométriose, vu que maintenant j'avais le diagnostic. Donc, du coup, il me l'a retiré et j'ai accepté de prendre la pilule après l'opération, parce que normalement, on prend la pilule ou ménopause artificielle avant l'opération pour mettre le corps au repos et après. Et en fait, moi, je l'ai pas pris avant, donc déjà, j'ai négocié ce point-là. Et puis, par contre, je l'ai pris après. Et je m'étais dit que j'allais la prendre pendant 3 mois, histoire de mettre le corps au repos. Et en fait, je l'ai pris pendant 1 an. Et là, j'ai arrêté vraiment récemment, mais je l'ai pris pendant 1 an parce que bah, il y a des peurs qui viennent, il y a cette culpabilité de me dire si j'arrête et qu'il m'avait dit que ça reviendrait et que ça revient, ce sera de ma faute, il aurait eu raison. Le fait de porter le poids toute seule sur mes épaules, mais en fait, je suis à 100% responsable de ma vie. Si je décide de le faire, j'en accepterai les conséquences. J'espère que ça ne reviendra pas. Je mets tout en place pour que ça ne revienne pas. Mais si ça revient, tant pis. Ce sera ma faute ou pas. Mais ce sera mon choix parce qu'en fait, si j'avais écouté les médecins et que j'étais restée dans ce schéma-là, j'aurais eu des regrets de ne pas avoir essayé. Donc je préfère me dire, bah mince, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, et de reprendre si j'ai besoin, que de rester toute ma vie avec des regrets en me disant, ah j'aurais aimé essayer et je ne l'ai pas fait. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel. Ah totalement, et puis c'est un rapport avec tes valeurs à toi, donc là tu préfères écouter tes valeurs, et sur ça, encore une fois, on peut pas le juger. Par contre, justement, c'est intéressant, c'est qu'est-ce que du coup tu as développé à côté pour essayer de soulager ces douleurs, est-ce qu'il y a des choses qui te soulagent? Encore une fois, il est important de repréciser que les professionnels de santé n'ont pas toujours les bons outils pour pouvoir vous guider par rapport à ça. Alors là, Céline va vous donner des exemples de ce qui la soulage, c'est ce qui la soulage elle. Voilà, c'est des choses qui peut-être seront à tester pour ceux qui sont atteints d'endométriose. Oui, bien sûr. Alors, juste pour repréciser, effectivement, les femmes qui prennent des traitements, je ne porte aucun jugement. De toute façon, moi, dans mon métier en tant que naturopathe, jamais je ne dirais à une personne d'arrêter son traitement. Donc, même les personnes qui viennent me voir, on fait en complément, on trouve. Si la personne a un traitement, on adapte. Si elle n'en a pas, on adapte aussi. Ça, c'est vraiment propre à chacune. Effectivement, là, c'est vraiment mon choix personnel. Après, dans ce qui m'a soulagée, j'ai eu la chance, notamment alors un des éléments déclencheurs, il y en a plus qu'un, c'est mon changement de mode de vie. Donc je disais tout à l'heure, quand je suis partie à l'étranger la première fois à Budapest, en fait j'avais déjà changé ma manière de manger. Donc moi, personnellement, j'ai choisi de devenir végétarienne. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation anti-inflammatoire pour l'endométriose. Mais moi déjà j'avais fait ce choix-là, donc je mangeais effectivement, quand je suis devenue végétarienne, j'ai mangé beaucoup plus de légumes, j'ai mangé moins de produits transformés parce que à l'époque, quand j'étais devenue végétarienne, notamment en France, tout ce qui existe maintenant en rayon végétal n'existait pas à l'époque. Déjà, pour trouver du tofu, c'était la croix et la bannière. Donc, je vous explique pas. Maintenant, c'est vraiment le paradis pour les personnes qui deviennent végétariennes. Avant, c'était très compliqué. Donc, mon alimentation a énormément joué. Qu'est-ce qui joue aussi encore sur mes douleurs? Alors, le yoga. Je l'ai découvert en Australie et depuis ça ne m'a plus jamais quitté. Plus précisément le yin yoga qui m'a vraiment fait du bien. Quand j'ai vraiment des grosses crises, ce que je fais c'est que j'utilise la respiration abdominale et des postures de yin yoga. Alors le yoga en soi fait déjà du bien. Le yin yoga, c'est vraiment un yoga très doux. Donc yin, comme les énergies féminines, les énergies de la lune, de la douceur. Et au yin, on va garder les postures un certain temps. En général, c'est 5 minutes. Moi, je fais un petit peu à ma sauce parce que quand j'ai des crises, celles qui font du yoga vont connaître, mais je me mets par exemple dans la posture de l'enfant. Je me mets dans la posture du papillon avec des coussins sous les genoux, sous le dos. Enfin, il y a plusieurs postures comme ça qui vont vraiment être antalgiques et faire du bien. La respiration, c'est aussi un outil vraiment de choix parce que moi, personnellement, la respiration abdominale, c'est une des choses en premier, qui m'a permis de canaliser mes crises et surtout mes émotions parce que quand on a mal, moi personnellement, je pleurais, j'avais envie de vomir, je me tordais dans tous les sens. En fait, plus je me tordais, plus j'avais mal. Donc en essayant, c'est très dur, hein, au début j'étais complètement assise sur mon canapé, mais avachie, la poitrine sur les genoux, les bras croisés.
et ben en fait, soit je garde mes pieds au sol, soit je me mets mes jambes en tailleur. Et puis alors au début, évidemment, je suis vachement penchée, mais j'essaie de mettre mes mains sur mon ventre. Et au fur et à mesure, j'arrive à me redresser ma posture et à vraiment porter l'attention sur la respiration, parce qu'en faisant ça, ça permet d'oublier un petit peu ce qui se passe à côté, de porter l'attention sur soi, sur la respiration, et le fait de respirer en douceur, lentement et profondément, ça va venir calmer aussi tout ce qui est stress, émotion, et le fait de canaliser tout ça va permettre de mieux gérer la crise. Alors après, évidemment, c'est pas la première fois en faisant la respiration abdominale que la crise va passer, mais le faire à chaque fois, au fur et à mesure, le corps va s'habituer, on va venir plus facilement dans un état un peu méditatif pour arriver à contrôler ses émotions et son stress qui sont facteurs aggravants au niveau de l'inflammation, parce que le stress provoque de l'inflammation dans le corps, et va permettre de déverrouiller un peu tout ça et de mieux gérer la crise en fait, notamment les douleurs au niveau du ventre. Là, je parlais vraiment au niveau du ventre. Donc oui, respiration, alimentation, méditation. Méditation, moi je pratique la méditation tous les jours depuis plusieurs années et ça me permet de mieux gérer mon stress au quotidien. Et le fait d'être moins stressée au quotidien me donne moins de crises. Parce qu'il y a des choses à faire quand on a des crises, mais il y a aussi des choses à faire pour avoir moins de crises. Moi, en tout cas, dans mon cas, le fait d'avoir fait du yoga, d'être plus zen, de me sentir mieux dans ma tête, dans mon corps, de méditer, d'avoir un bon sommeil, le fait d'être plus reposé, vraiment espacer les crises. Ah, mais totalement. C'est une sorte de prévention au final, hein. On oublie souvent, mais pour toute pathologie, encore plus une pathologie qui est chronique, le fait déjà de bien dormir, d'essayer d'éliminer au maximum le stress qui, comme tu l'as dit, est une source inflammatoire. Donc autant le yoga que la respiration, que la méditation, c'est une aide fondamentale pour tout ça. Et aussi du coup bien manger, c'est la base de la base. Parce que justement, c'est ce que tu vas nous parler un tout petit peu, c'est plus au niveau de l'alimentation. Donc on avait prévu de faire un tout petit peu une partie au niveau de l'alimentation anti-inflammatoire, au niveau de l'endométriose, parce que je le rappelle, il y a déjà très 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 longtemps, il faut pas oublier que Hippocrate, donc normalement aussi au niveau des médecins, qui l'ont des fois peut-être un peu oublié, mais normalement ils ont signé le serment d'Hippocrate. Hippocrate disait déjà que l'aliment soit ton premier médicament. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut aussi remettre en question et qui peut complètement jouer au niveau de vos douleurs. Donc je vais laisser Céline expliquer comment l'alimentation peut jouer et qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, tout à fait. Bah, effectivement, et moi aussi, surtout en tant que naturopathe, j'ai une vision qui est holistique. Donc holistique, ça veut dire vraiment l'être humain dans sa globalité. C'est pas juste ah bah tiens, j'ai mal au ventre pendant ma crise, je vais mettre une huile essentielle, je vais me masser. Si, ça c'est vraiment du curatif, mais il y a effectivement, comme tu le disais, l'aspect préventif. Donc en fait, on va mettre en place, il n'y a pas une recette miracle, c'est plusieurs choses mis bout à bout qui vont permettre de se sentir mieux. Puisque la naturopathie, bon là c'est mon côté naturopathe, mais c'est vraiment une médecine préventive. Et avec l'alimentation, on joue en prévention et aussi en curatif, parce que quand on a des crises, il y a certains aliments qui vont vraiment vraiment faire l'alimentation anti-inflammatoire stricte à ce moment-là et mettre en place des aliments santé vraiment encore plus en temps de crise. Mais en temps normal, c'est bien aussi d'avoir, quand on a l'endométriose ou l'adénomiose, de mettre en place une alimentation spécifique anti-inflammatoire pour éviter d'inflammer encore plus. Parce qu'il y a certains aliments qui vont apporter plus d'inflammation dans le corps et certains qui vont vraiment venir calmer ça. Et justement, quel style d'aliments peuvent venir favoriser cette inflammation? D'ailleurs, on va commencer par ceux qui sont à éviter, parce que je pense que c'est le plus important dans un premier temps, de mettre le point sur vraiment ce qu'il faut arrêter, parce que manger sainement ne veut pas dire manger anti-inflammatoire. Je dis pas que ça n'a rien à voir, mais il y a certaines choses où il faut faire vraiment plus attention. Déjà, la première chose qui est à bannir, c'est le sucre. Le sucre, c'est source d'inflammation. De toute façon, en règle générale, pour tout le monde, le sucre, à petite dose, ça va, on va manger un gâteau, deux gâteaux, mais en trop grande quantité, comme on l'avait déjà dit avec Maïté, tout est poison, rien n'est poison. C'est la quantité qui va faire aussi l'inflammation. Si vous mangez un petit gâteau, c'est pas bien grave. Si vous en mangez trois tous les jours, là ça va être compliqué, surtout une maladie chronique. C'est vraiment à bannir. Donc tout ce qui est sucre. Alors sucre, j'entends tout ce qui est les viennoiseries, les bonbons, les produits industriels, les plats préparés, parce qu'il y a du sucre dans tout. Et puis en fait, si vous avez envie de sucre, mangez un fruit. Parce que dans les fruits,
il y a du sucre naturel, donc ce sucre-là, il n'est pas dérangeant. Ce qui va être plus embêtant, c'est tous les sucres ajoutés notamment, mais tous les produits vraiment sucrés. Là, le fruit, vous avez faim, vous remplacez par un fruit. Après, il y a d'autres manières d'amener le sucre. Tout ce qui est sucre blanc, évidemment, c'est à bannir, mais il existe des solutions. Là, du coup, c'est à favoriser, entre guillemets, parce que dans l'idée, on bannit vraiment tous les sucres. Mais si vraiment vous pouvez pas vous en passer, il y a tout ce qui est sirop de coco, sirop d'érable ou le miel, qui sont des sucres plus naturels, et toujours en petite quantité, évidemment, mais un peu moins embêtant, on va dire. Ensuite, ce qui va être à faire attention, c'est tout ce qui est produits laitiers. En fait, dans les produits laitiers, il y a la caséine, qui est la protéine du lait, et ça va rendre le système immunitaire défaillant, et donc créer de l'inflammation. Et en ayant l'endométriose, on cherche l'inverse. Donc dans les produits laitiers, ce qu'il va vraiment falloir enlever, c'est tous les laits de vache. Et voilà, tout ce qui va être lait de brebis et lait de chèvre, c'est un peu mieux toléré par l'organisme, mais de manière générale, si on regarde une vache, une chèvre et nous, de manière physiologique, on voit bien que on ressemble plus corporellement, même si on ressemble pas physiquement, à une chèvre qui a un poids qui va plutôt être proche de nous qu'une vache. Automatiquement, déjà dans la conscience, c'est pas logique. Et notre corps a du mal à l'assimiler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit plein de personnes qui sont intolérantes au lactose, caséine, enfin voilà, tout ce qui est produits laitiers, donc tout ce qui va être fromage, lait, yaourt, crème, beurre. Je sais pas si j'ai oublié un produit laitier, mais vraiment tout ça c'est à bannir ou à enlever le plus possible. Et si vraiment le fromage vous pouvez pas vous en passer, prenez du chèvre ou du fromage de brebis. Et sinon, en alternative, il y a des produits végétaux, mais je vais y revenir après. Ce qu'il faut enlever également, c'est tous les excitants, le café, le thé, l'alcool, le tabac. Café et thé, si on peut vraiment pas s'en passer, effectivement, on diminue dans un premier temps les quantités, on va pas arrêter forcément du jour au lendemain. Diminuer les quantités et puis éviter après 17 heures parce que c'est excitant, ça va inflammer l'organisme. Du coup, je reprends sur les aliments à éviter. Je vais essayer de synthétiser un peu plus. Il y a aussi tout ce qui est viande rouge, charcuterie. Donc là, c'est plein d'acides gras trans et saturés, donc vaut mieux éviter. La viande rouge, de toute façon, c'est une fois par semaine au maximum et de qualité. Sinon, après, ça va être de manger de la viande blanche ou des œufs. Tout ce qui est un fort index glycémique, donc toutes les farines blanches, le pain de mie, la baguette, la galette de riz. Alors la galette de riz, c'est une abomination. Les gens mangent ça en pensant que c'est bon, mais c'est plein de sucre et c'est un index glycémique hyper fort. Donc les index glycémiques élevés, faut éviter parce que ça crée de l'inflammation. Et tout ce qui va être produit industriel, produit transformé, comme je disais tout à l'heure. Un autre sujet qui est un peu plus délicat, c'est le gluten. Je le mets un petit peu à la fin parce que le gluten, c'est assez inflammatoire en temps normal. Les personnes qui ne sont pas intolérantes n'ont aucun souci à ce niveau-là. En cas d'endométriose, c'est parfois un peu à controverse. Moi, je pars du principe qu'il faut essayer. Moi, personnellement, j'ai essayé et je vois quand même que quand je fais une éviction stricte, alors c'est pas manger du gluten le week-end et éviter la semaine. Non, le gluten, moi, quand j'ai essayé, c'était une éviction stricte de minimum 3 mois pour vraiment avoir les effets sur le corps. Et j'ai vu quand même qu'il y avait une différence. Donc en fait, il faut faire un test. Il y a des personnes avec qui elles vont pouvoir continuer à en manger, juste ponctuellement, par exemple le week-end, se faire plaisir. D'autres personnes, ça va être à bannir complètement. Et après, je pense aussi, toi, dans ton cas, c'est parce que tu avais aussi quand même beaucoup de symptômes digestifs. Effectivement, quand on a des atteintes digestives, du coup, le gluten, vu que ça va venir un petit peu coller tout ça, il faut mieux éviter quand il y a des atteintes digestives, ouais. Et endométriose profonde. Ah, totalement. Donc, comme tu l'as dit, même là, dans tous les aliments, je pense qu'on a dit à essayer d'éviter ou de limiter fortement. Le mieux, dans tous les cas, c'est de tester sur vous pendant, par exemple, comme tu l'as dit, 3 mois, et d'essayer de voir, en fait, est-ce que ça a changé quelque chose ou non. Et après, peut-être d'essayer de réintroduire, et à ce moment-là, de voir, est-ce que pareil, est-ce que les symptômes reflambent ou non. Parce que là, c'est les grandes lignes, mais il faut tester sur vous. Bien sûr, oui, oui, c'est les grandes lignes. Après, il faut faire selon déjà aussi la personne, si elle a des intolérances ou pas, s'il y a déjà un régime alimentaire qui est en place. Moi, par exemple, je suis végétarienne. Donc, en fait, moi, la viande rouge, je suis pas concernée. Et le fait d'être végétarienne à tendance végétalienne, voilà, c'est pareil. Moi, les produits laitiers, je suis pas forcément concernée. Donc, c'est vraiment adapté à la personne, à essayer. Moi, voilà, je conseille de faire une période d'éviction pour voir, mais surtout de se faire accompagner diététicienne si elle est spécialisée en endométriose, sinon naturopathe. Et il y a les aliments à favoriser, donc là ça va être tout ce qui est fruits et légumes. Alors là en grande quantité on peut y aller, hein. Les légumes ça doit représenter à peu près 70% de l'assiette. Et puis le fruit par contre à distance du repas,
c'est quand même important de préciser. Les légumes à tous les repas, ça y a pas de souci. Après, tout ce qui va être protéines végétales, donc tout à l'heure je parlais de viande rouge à bannir. Pour les personnes qui sont végétariennes ou les personnes qui veulent justement baisser leur consommation de viande, ça va être toutes les protéines végétales comme les légumineuses, le tofu, le quinoa. Il y a pas mal de céréales aussi qui ont des propriétés avec de la protéine. Donc il faut juste faire les bonnes associations alimentaires. Les protéines, on le trouve aussi dans des graines germées, dans les graines, les oléagineux, donc on peut vraiment avoir l'apport à ce niveau-là, ou sinon des œufs. Les cuissons douces, c'est un point qui est aussi important, parce qu'en fait tout ce qui va être, surtout dans le cas de l'endométriose, hein, mais tout ce qui va être cuit à trop haute température va brûler tous les nutriments, donc il faut mieux cuisiner à 110 degrés max pour le four, sinon à l'eau, à la vapeur, en papillote, en marinade, des techniques plus douces. La consommation d'aliments riches en oméga 3, ça c'est hyper important aussi à favoriser dans le cas d'une endométriose. Donc soit on les retrouve dans les petits poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines ou les œufs. Et de manière végétale, ça va être dans des huiles végétales qui sont l'huile de chanvre, l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de cameline. Donc c'est des huiles qui sont riches en oméga 3. Tout ce qui est épices, aromates, là on peut y aller. Ça aussi, il y a souvent des propriétés à favoriser. Il y a quoi comme exemple d'épices, par exemple? Moi, je sais le curcuma, par exemple. Oui, 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 le curcuma, oui. Ça peut être juste à ajouter comme ça dans le plat. Après, ça peut être vraiment des compléments alimentaires. Parce qu'en fait, le curcuma, ce qui est intéressant, c'est la curcumine qui va avoir l'action anti-inflammatoire. Donc, si on met un petit peu de curcuma comme ça dans son plat, on n'aura pas assez de quantité, on va dire, pour avoir l'action anti-inflammatoire. Mais oui, c'est intéressant d'ajouter des épices comme le curcuma dans ses plats. Et justement, tu vois, là, on parlait de compléments alimentaires. Est-ce que tu as tendance à en conseiller certains ou non? Alors les compléments alimentaires, c'est un sujet assez délicat parce que comme l'alimentation, là je donne des grandes lignes hein, évidemment, mais les compléments alimentaires c'est hyper spécifique si la personne prend un traitement hormonal ou pas, ou un traitement tout court, si la personne a des carences, si la personne a d'autres maladies. Là, faut vraiment faire au cas par cas, même si évidemment il y a des choses qui sont un peu plus basiques comme le magnésium. Souvent, on a des carences parce que le stress va grignoter le magnésium et en cas d'endométriose, on en a besoin. Le fer, évidemment, le fer quand il y a des règles hémorragiques, c'est hyper important. Et donc la vitamine C qui permet de mieux absorber le fer. La vitamine D aussi. Là, par contre, il faut demander à son médecin, un naturopathe ou un professionnel non médical ne pourra pas. Il faut une prescription médicale pour la vitamine D. Mais oui, là, ces quatre-là, ce serait vraiment des basiques, même si encore une fois, il faut une consultation avec un bilan personnalisé pour savoir ce qu'il faut vraiment avec la personne, puisque en cas d'endométriose, il y a certains compléments qui peuvent être aussi donnés selon les traitements ou non qui sont mis en place d'avant. Oui, et puis surtout, il faut insister aussi sur le fait que le fer, en effet, il y a pas mal de femmes qui sont en carence, mais d'être en surcharge de fer, c'est très dangereux. Faut vraiment faire attention, c'est pas du tout un complément à prendre. Enfin, de toute façon, je ne crois pas qu'on puisse prendre des compléments en fer sans prescription médicale, mais là, peut-être que je me trompe. Le fer, vraiment, attention, faut avoir fait une prise de sang pour prouver qu'on est en manque de fer pour derrière être complémenté. Il y a quand même plein d'études qui ont prouvé les effets délétères du fer quand c'est en trop grande quantité. Par contre, celui à la limite qu'on pourrait quand même, enfin en tout cas moi je pourrais plus facilement le conseiller sans forcément prise de sang, c'est le magnésium parce que comme tu l'as dit, quand on a beaucoup de stress, le stress pioche dans le magnésium et au final dès qu'on a moins de magnésium, on est plus stressé. Donc c'est un peu une sorte de cercle vicieux qui est pas top. Mais je pense que le mieux ça reste de consulter pour trouver quelqu'un qui va nous donner les compléments alimentaires qui nous sont bénéfiques à nous. Oui, le fer, maintenant on peut en trouver sans prescription médicale, mais en général, quand on regarde les dosages, ils sont, vraiment minimes. Dans le cas d'une endométriose, j'ai pas connaissance de, quelqu'un qui aurait trop de fer. Je vois ce que tu veux dire parce que, j'ai eu des hommes en consultation qui, eux, avaient un taux de fer vraiment, très élevé et là, il fallait faire attention. Mais souvent, dans les trois quarts des cas, les femmes qui ont l'endométriose ont des carences en fer. Alors une petite carence, c'est pas bien embêtant, mais vu que souvent avec l'endométriose, on est très fatigué, quand on est carencé en fer, on est encore plus fatigué, et quand on arrive à une anémie, où là il faut avoir une... J'ai le mot m'échappe si tu l'as quand on vient te mettre la poche de fer. Une transfusion. Merci, une transfusion, là c'est vraiment, ça va loin. Donc effectivement, une prise de sang, comme tu dis, c'est la meilleure solution. Et le magnésium, de toute façon, surtout en période hivernale et quand on a l'endométriose,
on peut le faire. Mais encore une fois, il faut une prescription, enfin une prescription. Soit le médecin en prescrit, soit le naturopathe peut en conseiller, parce qu'il n'y a pas de prescription médicale, et il faut avoir une prise de sang, un bilan sanguin, c'est mieux. Non, c'était surtout en fait pour mettre l'accent sur le fait que les compléments alimentaires, on peut en trouver assez facilement. Bon là, du coup, tu viens de m'apprendre qu'apparemment on peut trouver du fer, assez facilement, même si ça sera à dosage faible, Mmh. mais que moi j'insiste sur le fait que, se médicamenter, parce que pour moi des compléments alimentaires, c'est comme des médicaments, tout seul, c'est quand même pas top, quoi. Moi, je conseille toujours de le faire sous avis médical ou sous l'avis d'un professionnel. Bien sûr, non mais tu as tout à fait raison, surtout que c'est propre à chacun et parfois on n'a pas conscience, mais il y a par exemple le curcuma, si on prend des compléments alimentaires à base de curcuma, mais qu'on est enceinte, qu'on a des problèmes au niveau de la vessie ou de la vésicule biliaire, il y a des vraiment des contre-indications à ce niveau-là. Alors qu'on se dirait le curcuma, il y a pas de souci, c'est naturel, mais non en fait selon les antécédents et les pathologies, éventuelles de la personne, bah, en fait ça peut vraiment être délétère. C'est pour ça que seul un professionnel pourra en fait vous guider en fonction de votre cas, savoir est-ce que c'est bénéfique ou est-ce qu'au contraire ça peut être délétère. Donc consultez. Et du coup aussi quelque chose qui est peut-être intéressant de parler aussi, c'est au niveau des perturbateurs endocriniens. Oui, alors, les perturbateurs endocriniens, ils ont vraiment un rôle, je vais pas dire clé dans le cas d'une endométriose. Alors de toute façon pour tout le monde, hein, les perturbateurs endocriniens, on en est, bourré au quotidien. Mais, moi j'ai trouvé, ça intéressant de m'y pencher parce qu'en fait, les perturbateurs endocriniens, ils peuvent, comme son nom l'indique, perturber le système endocrinien. Donc c'est des glandes, qui sécrètent des hormones à l'intérieur de l'organisme et bah, malheureusement, on en trouve partout aujourd'hui suite à l'industrialisation, la surconsommation, et notamment les plastiques et les pesticides. Donc en fait, moi, ce que j'ai mis en place et du coup, ce qui m'a fait me tourner, vers le zéro déchet aussi, qui est en lien avec mes valeurs, c'est, alors des produits bio. Moi, je suis pas adepte du 100 bio, hein. Il y a des produits et moi, mes bananes, je les achète, pas forcément biologiques parce que, bah, je pars du principe que j'enlève la peau qui est tellement épaisse qui va protéger la banane à l'intérieur. Mais tous les légumes, surtout tout ce qu'on va manger directement juste en l'ayant lavé, tout ce qui est tomates, pommes, brocolis, là il faut vraiment privilégier le bio parce qu'en fait quand c'est bio ou agriculture raisonnée, ils vont pas avoir utilisé de pesticides, pas être lavés au chlore ou je ne sais quoi. Donc là c'est quand même vraiment mieux. Et tout ce qui est plastique, pour éviter les perturbateurs endocriniens, il y a plein de petits gestes qu'on peut mettre en place, mais surtout au niveau de la cuisine et de la salle de bain. Ça va être de remplacer bah, ces contenants plastiques par des contenants en verre, d'enlever tous les films plastiques alimentaires. Ça, c'est vraiment une aberration, le film plastique, au niveau de la contamination du plastique sur les aliments. Bon, ça, en fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est présent. Tout ce qui est canettes métalliques, les conserves, certains types de poêles, et puis tout ce qui est paille, donc tout ce qui est paille en plastique, pourquoi pas acheter des pailles en inox. Quand on va faire un pique-nique, au lieu d'avoir des couverts jetables, on prend des couverts réutilisables ou ses propres couverts. Après, il y a aussi pas mal de boutiques maintenant qui proposent du vrac. Donc au lieu d'acheter 15 paquets de pâtes au fil des semaines et d'avoir à chaque fois un sachet, bah, ça peut être d'acheter ses pâtes en vrac par exemple. Les épiceries vrac et même les supermarchés proposent des alternatives en vrac maintenant. Donc on peut vraiment le trouver partout. Après, il y a tout ce qui est cosmétique. Donc là, ça va être plutôt être des do it yourself à faire les produits cosmétiques soi-même parce que là, tout ce qui est savon, shampoing, déodorant, dentifrice, etc., c'est dans des contenants en plastique et en fait, on pourrait juste se laver avec un savon de Marseille tout simple au lieu d'utiliser un contenant en plastique qui lui-même contient un gel douche qui a été transformé avec plein d'additifs et plein de composants qui viennent de je ne sais où dedans. Donc juste un simple savon basique. Alors soit on aime un peu faire soi-même et on le fait soi-même, soit il y a plein de recettes qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, sur internet, sur YouTube, etc. Tous les produits ménagers, au lieu d'avoir 50 produits hyper toxiques et chimiques, ça peut être avoir du savon noir, du bicarbonate de soude, du vinaigre de cidre, du citron, enfin des choses un peu plus saines pour nettoyer. Et surtout, le point le plus important pour moi, surtout quand on a l'endométriose, qui est un point où on consomme beaucoup, c'est tout ce qui est protection hygiénique. C'est un point important. Le choc toxique, là c'est pas que en cas d'endométriose, c'est en général, le fait d'avoir le sang qui stagne à l'intérieur du vagin, avec notamment
Un tampon, moi j'irais même un peu plus loin en disant avec la cup, où le sang stagne à l'intérieur du vagin pendant plusieurs heures, ça peut créer des chocs toxiques. Il y a des femmes qui ont été obligées d'être hospitalisées en urgence, des femmes qui sont décédées à cause des chocs toxiques. On n'en parle pas assez, mais c'est un sujet qui est quand même hyper important. Et surtout les protections hygiéniques, quand on est une femme atteinte d'endométriose, surtout en cas de règles hémorragiques, on utilise, moi j'ai eu des périodes où c'était limite un paquet par jour, hein. Donc moi ce que j'ai mis en place c'est déjà alors c'est un coût évidemment, mais ça va être des serviettes ou vraiment des tampons si la nuit il y a besoin, qui sont bio, donc c'est-à-dire qui ne sont pas lavés au chlore comme les serviettes classiques, parce que si vous achetez des serviettes hygiéniques jetables, déjà il faut mieux les prendre bio et surtout sans parfum, parce qu'on n'aurait pas idée de se mettre du parfum au niveau des muqueuses vaginales. Donc là c'est vraiment à proscrire. Donc soit serviette ou tampon biologique, donc là vous trouvez ça en magasin bio, sur des boutiques en ligne qui vendent des choses un peu zéro déchet. Ou sinon, moi la révolution de l'année, la révolution tout court, c'est les serviettes et les culottes lavables. Franchement, ça c'est une révolution pour la femme. Déjà, il y a moins de déchets. Alors effectivement, sur le moment, le coût est plus important. Mais moi, personnellement, j'ai acheté mes 2 premières culottes de la marque Fempo il y a plus d'un an. Je les ai toujours, je les utilise tout le temps et elles sont nickel. Et je les ai achetées il y a plus d'un an et j'ai pas racheté de protection hygiénique jetable. Donc les serviettes et les culottes, moi je les conseille à tout le monde, c'est la révolution. Et du coup, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de nanoparticules. Surtout quand c'est fait en France, on va essayer de faire le fabriqué français, mais voilà, parce qu'il y a pas toutes ces cochonneries qu'on trouve. Et du coup aussi, enfin, moi personnellement, le fait d'avoir une culotte, au début, la première fois, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas une couche, ça fait vraiment une culotte. Et en fait, bah, je me sens plus en sécurité et plus au sec que quand j'avais une serviette à un tampon, qu'il fallait l'enlever, que ça faisait mal et que je me sentais pas en sécurité. Là, on peut faire, moi je fais du yoga, je dors avec, je fais ma journée avec, il n'y a pas de souci, c'est la révolution. Ah, totalement. Et sur ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce qui, moi, m'a fait le plus rire, c'est que je les ai utilisés une fois chez ma grand-mère. Ma grand-mère m'a vue, m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, ben, elle rigolait parce qu'elle dit, mais en fait, vous revenez en arrière. Enfin, je sais pas toi, mais moi, ma grand-mère, déjà à l'époque, en fait, faisait ça. Elle était couturière et en fait, elle était en train de se coudre à l'intérieur de certaines culottes, des couches, en fait, qui absorbaient. Enfin bref, je ne serais pas rentrée plus dans le détail, mais elle faisait déjà. La seule chose qui est des fois un tout petit peu dérangeante, c'est qu'il faut être à l'aise à voir le sang quand on va les nettoyer. Mais franchement, on s'y habitue. Et encore une fois, c'est un investissement sur le long terme. Moi, je suis quasiment sûre qu'au bout de 1 an, on est rentré dans ses frais. Et je conseille aussi beaucoup un reportage qui était passé sur Arte. Alors là, de suite, j'ai pas le nom parce que je pensais pas qu'on avait parlé de ce sujet-là et je suis très contente qu'on en parle. Je le mettrai du coup dans dans la description de cet épisode. Il y avait tout un reportage sur Arte au niveau des règles et des protections menstruelles. Parce que j'essaie de ne jamais dire protection hygiénique parce que c'est pas de l'hygiène. On a du sang qui sort à cet endroit-là. C'est pas de l'hygiène, c'est normal. Et franchement, ce reportage-là, il fait peur. Il fait peur parce qu'il explique tout ce qui s'est passé au niveau des États-Unis, le choc toxique, etc. Après ça, franchement, si vous arrivez à mettre des serviettes hygiéniques, encore une fois non bio et des tampons, vous m'appelez. Moi, franchement, j'ai eu beaucoup de mal. Et c'est après ça où justement j'ai cherché des alternatives beaucoup plus naturelles, on va dire, et justement ça a été le boom des culottes de règles, où là en ce moment, oui, il y a Fempo, il y a Réjeanne, il y en a un paquet quoi. Vous avez juste à taper culottes de règles lavables sur Google et je pense que vous allez en avoir plein, et des culottes, enfin des marques françaises. Donc sur ça, je suis entièrement d'accord et pas que pour les femmes qui ont de l'endométriose, pour toutes les femmes. Voire même nos petites filles, les habituer à être comme ça serait le mieux. Bien sûr, ça commence par l'éducation et les habitudes. Comme tu disais, ta grand-mère, oui, effectivement, moi quand j'en parle, on me dit: «Oh bah oui, mais les enfants, ils avaient des couches lavables, nous on avait des culottes, enfin on se faisait des culottes pour les règles et cetera». Mais en fait, c'est pas plus sale de laver une culotte, avec du sang dessus que, un bavoir, avec un enfant qui a vomi dessus. C'est juste une question d'habitude. Au début, c'est oui, bah voilà, faut avoir son savon exprès pour laver sa culotte. On lave un peu à l'eau claire, et puis après on le met en machine et y a pas de souci. Moi je lave mes culottes menstruelles avec mes autres culottes, avec les sous-vêtements de mon conjoint, avec nos t-shirts. Il y a pas de souci, c'est très bien. Ouais, et c'est une nouvelle habitude à prendre, c'est tout. Mais c'est vrai que tu as raison, il fallait insister sur ça aussi, sur les perturbateurs endocriniens qui sont présents dans les protections du coup menstruelles et qui justement en plus sont pile poil en contact avec
avec du coup la vulve et tout l'appareil reproductif, quoi. C'est même peut-être une des premières choses, je pense, à faire. Ah oui, oui. Et puis ça change la vie parce qu'on est au confort, enfin on est confortable et on est au sec et on a besoin de ça. Endométriose ou pas endométriose, effectivement, mais quand je vois moi tout ce que je passais comme paquet pour des serviettes, des tampons à l'époque, et maintenant j'ai juste à avoir ma culotte et elle a changé, c'est révolutionnaire. Non, et puis il faut aussi dire aussi, le flip de quand ça t'arrive et que tu te rends compte que tu n'as plus de tampons et plus de serviettes parce que tu devais en acheter mais que t'as oublié. Enfin, moi je m'en souviens de ce flip-là, alors que du coup, là, quand t'as ta culotte, normalement, c'est bon, elle est lavée depuis un moment, quoi. Enfin, moi, au niveau de ma charge mentale, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et du coup, je voulais aussi reconfirmer ce que t'as dit au niveau des achats. Surtout alimentaire, moi je sais que j'ai tendance à beaucoup aller acheter chez les petits commerçants et par exemple chez mon boucher, il avait tout le temps tendance, enfin mon boucher, traiteur, etc., il avait tout le temps tendance à mettre ce que je lui demandais dans des contenants en plastique. Et un jour, en fait, je me suis dit, mais je vais quand même essayer. Je suis venue avec mon Tupperware du coup en verre et en lui demandant, est-ce que ça vous dérangerait de me le mettre directement en fait dedans? J'avais un peu peur qu'il me dise non. Il m'a regardé un peu bizarre et il m'a dit, bah oui. Oui, au final, en fait, il lui suffisait juste de mettre à jour sa balance, enfin de faire la tare, et au contraire, il est très content, et maintenant il m'adore, parce que du coup, je lui fais des économies de plastique. Le plus drôle, c'est qu'il y a quand même pas mal de monde qui m'a vu faire, et qui depuis, en fait, fait pareil, parce que c'est plus simple. C'est autant pratique pour lui que pour moi, parce que moi, dès que je rentre ensuite chez moi, hop, je remets le Tupperware directement dans mon frigo, en fait. J'ai pas besoin de transvaser, d'enlever tout le papier qu'il m'avait mis, etc. C'est direct prêt à l'emploi, quoi. Mais au niveau du fait d'afficher, ça existe déjà. Alors j'ai pas le nom en tête, mais ça fait comme une petite vignette à afficher sur la vitrine et ils marquent, c'est comme pour les épiceries vrac, ils ont leur petit logo vrac. Et ben là il y a quelque chose aussi un peu dans le même style qui disent qu'en fait ils acceptent les contenants. Mais il faut connaître cette pastille. Là j'ai plus le nom en tête, mais je pourrais rechercher pour te le redire. Et effectivement tu vois la petite, moi chez mon primeur la dernière fois je l'ai vu, il l'avait et il est ok avec ça et je trouve ça vachement bien de l'afficher. Totalement. Mais ouais, t'hésiteras pas à me donner, comme ça je le mettrai pareil en lien dans la description. Bon, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Bah en fait le mot de la fin ça va être surtout être de ne pas rester seul, de se faire accompagner, que ce soit au niveau d'un gynécologue, d'un professionnel de santé, pourquoi pas de naturopathe, et surtout de briser le tabou autour des règles, parce que c'est pas normal d'avoir mal au point de nous gâcher la vie, c'est pas normal, donc vraiment vous n'êtes pas seul. Moi j'invite aussi les personnes que ça intéresse à consulter mon site internet, parce que donc je fais des consultations évidemment, mais surtout j'ai un e-book très complet que j'aurais aimé avoir quand j'ai appris que j'avais l'endométriose, qui s'appelle en fait la naturopathie pour soulager les douleurs d'endométriose. Donc ça reprend l'alimentation et tout ce qui vient autour de ça. Et j'ai aussi pas mal d'idées recettes, des recettes anti-inflammatoires évidemment. Donc ça fait déjà une bonne première approche pour ce type d'alimentation. Ok, et est-ce que tu as des livres à conseiller ou, je sais pas moi, des comptes ou des sites internet? Bon, on a le tien, forcément, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Au niveau des livres, il y a un livre qui est très bien sur l'alimentation de Fabien Piasco qui s'appelle L'alimentation anti-endométriose. Donc il est diététicien, nutritionniste et c'est vraiment un super livre pour avoir plus d'infos sur l'alimentation anti-inflammatoire. Et il y a le côté pour les personnes qui n'ont aucune notion dedans et un côté un peu plus scientifique. Et le deuxième livre que je recommande, c'est Vivre l'endométriose autrement de Chris Martin, qui est alias Nana Turopathe sur internet pour les femmes qui connaissent. Et puis au niveau des sites internet, bah, mon compte Instagram, mon site internet évidemment, mais sinon il y a aussi sur Instagram Ilia Renon et En Douceur, avec un O, En Douceur c'est Peggy. Ces deux femmes sont vraiment extraordinaires parce qu'elles ont une approche vraiment holistique. Elles sont atteintes d'endométriose et elles nous apportent un espoir incroyable. Donc je vous invite vraiment à les suivre. Et je confirme, parce que même si on l'a dit que l'endométriose était différente en fonction de chaque femme, moi je suis beaucoup Ilia, et c'est vrai qu'elle le dit très souvent que par exemple le yin yoga, comme toi, la soulage énormément. Pareil, je remettrai leur compte en description. Et aussi, essayez de ne pas oublier que ce podcast, il est juste là pour vous aider à trouver des pistes à explorer, quand on vous donne pas de recettes vraiment miracles. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle qui existe. Chaque personne est différente. Donc du coup, il faut trouver ce qui marche sur vous, et au moindre doute, n'hésitez pas à consulter pour trouver quelqu'un qui va vous accompagner sur tout ça.
Ouais, c'était un peu le message de ce podcast aussi. Du coup, merci à toi Céline d'avoir partagé ton expérience autant sur l'endométriose et tes compétences en tant que naturopathe. Je te remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir invitée pour ce podcast et d'avoir eu la chance de parler d'endométriose parce que la prévention et le fait d'en parler, c'est les seuls moyens qui permettront de faire connaître cette maladie et d'avoir aussi une meilleure prise en charge. Donc merci à toi et j'espère avoir répondu à des questions et avoir soulevé quelques points importants pour des femmes qui nous écoutent, qui ont l'endométriose et qui sont un petit peu perdues avec toutes les informations qu'il y a à ce sujet. Mais encore une fois, vous n'êtes pas seul, entourez-vous de professionnels compétents, c'est le plus important. Totalement. N'hésitez pas à nous suivre directement sur les réseaux sociaux. Donc moi, c'est Maïté Lakiné sur Instagram ou alors Tech Care Podcast. Et toi, je te laisse dire ton Instagram. Alors moi, mon Instagram, c'est Céline avec le tiret du bas Carrel. Ok, et peut-être relié aussi vers ton site internet, qu'est-ce que tu préfères? Bah peu importe, mon site internet c'est Céline Carrel. Ok, parfait. Encore une fois, je remettrai tout dans la description de ce podcast. Merci encore Céline et passe une belle journée. Merci à toi Maïté, à bientôt. Alors voilà, c'est la fin de cet épisode. Bravo à toi d'être resté jusqu'au bout. Avec Céline, en off, on s'est rendu compte qu'on avait complètement oublié de parler de kinésithérapie et d'ostéopathie viscérale, qui la soulage aussi beaucoup. On vous a donc épargné un deuxième enregistrement. Mais si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et si tu as aimé cet épisode et que tu connais des femmes atteintes ou non d'endométriose, n'hésite pas à leur partager et à mettre 5 étoiles sur son application de podcast. Et en attendant, n'oublie pas, prends soin de toi. Take care!